Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Désertification et ensablement du fleuve Niger, quelle solution y a-t-il? Une solution, c'est le sujet qui nous réunit ce soir et nos invités sont Moussa Diamoui, directeur général adjoint de l'agence du bassin du fleuve Niger. Ali Ditey du réseau Climat Mali interviendra au cours de cette émission. Ndedi Amadou Tembine est de l'agence de l'environnement et du développement durable et Dr Brema Eli Diko, sociologue au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, nous allons commencer par l'ensablement du fleuve Niger. Moussa Diamoui, vous êtes le directeur général adjoint de l'agence du bassin du fleuve Niger. Quelle est la situation aujourd'hui? Merci, Monsieur Touré, pour l'opportunité que vous nous donnez de communiquer. Et merci à vos nombreux auditeurs. L'ensablement du fleuve Niger, avant peut-être de faire l'état, il faut expliquer comment est-ce qu'on en arrive. Donc là, je voudrais en introduction dire que l'ensablement du fleuve Niger résulte de la convergence de deux phénomènes deux phénomènes locaux d'origine climatique et anthropique. Je m'étendrai plus tard dans les explications dans la boucle du Niger et de l'existence de flux sédimentaires à l'échelle continentale qui sont liés aux grands courants éoliens comme les alizés et les harmattans. Donc, voilà, brièvement dit, comment est-ce qu'on en arrive à l'ensablement du fleuve Niger. Et je voudrais, en le disant, faire un peu la part des choses. Si je prends la boucle du Niger, c'est-à-dire la partie du cours du fleuve entre Niafunké et Ansongo, et dans cette zone, c'est quoi la caractéristique du relief? Le relief est caractérisé par une succession discontinue de cordons dunaires qui bordent le fleuve de part et d'autre. Alors, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on se retrouve plus tard au niveau du Haut-Niger, dans la zone de la frontière de Kangaba pour descendre vers les Kouloukoro, Bamako. Là, c'est un autre phénomène qui va occasionner l'ensablement. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, l'ensablement est un problème préoccupant pour l'agence parce qu'il impacte sur beaucoup d'activités socio-économiques. Et comme je l'ai dit, au nord, c'est visible parce que là, c'est des dunes qui bordent le fleuve. Et à la faveur des vents de sable, donc les grands centres, le sable est transporté directement dans le fleuve. Et à ce niveau, c'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait, peut-être qu'on va en parler. Oui. Mais comme je l'ai dit, si on prend la zone de Kangaba, le phénomène qui ensable le fleuve, c'est une activité liée à l'homme, comme la recherche de l'or par dragage, parce qu'à la recherche de ce filon-là, de ce métal précieux, ils font un retournement de matériaux et qui restent entreposés dans le sable et qui coupe carrément par endroits. Nous reviendrons plus sur les causes bientôt. Monsieur Ndedi Amadou Tembine, vous représentez l'Agence de l'environnement et du développement durable. À votre niveau, un autre constat? Effectivement, comme vient de le dire monsieur le directeur général de l'Agence du bassin du fleuve Niger, je vous remercie également de m'avoir donné la parole. Parce qu'il a dit qu'il y a deux phénomènes majeurs qui sont à la base même de cet ensablement-là. Comme il a dit, il y a l'action anthropique. Il y a également l'action naturelle. Quand vous prenez le delta intérieur même du fleuve Niger. Entre les deux phénomènes, quel est celui qui pèse le plus? Bon, je pourrais dire que c'est de façon, on peut dire, très rapide, parce que il faut une étude vraiment pour évaluer ça. Mais du point de vue tout de suite là, on voit que l'action anthropique est en train de donner du poids à ce que l'action naturelle puisse également, c'est-à-dire faire son mécanisme de travail. Parce que quand on coupe, parce qu'à la lisière de ces fleuves-là, de ces rivières du fleuve Niger, vous trouvez que même quand on prend le delta intérieur du fleuve Niger, où vraiment il y a une très grande symbiose là-dedans, vous voyez que toutes les grandes plantes qui sont là, les grands arbres qui sont là, sont coupés. Donc là, ça donne l'action du vent. Donc le vent, dans son mécanisme, va emporter le sable et va partir déposer ces sables-là sur le fleuve Niger. Donc voilà, ainsi de suite.
Et puis, y compris l'action humaine également, il a si bien dit, les gens, c'est-à-dire, vont occuper également le lit du fleuve, essayer de boucher ça. Donc, tout ça, là, c'est des facteurs favorisants à ce que vraiment le lit du fleuve soit envoyé par le sable. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. D'accord. Voilà. Docteur Brima Elidiko, vous, par rapport à votre constat, est-ce que vous estimez que la situation est critique aujourd'hui ou pas, l'ensablement du fleuve Niger? Oui, bien, bonjour à tous. Merci à tous les auditeurs du sujet Tamani. Oui, la situation est vraiment préoccupante même, quoi. Moi, souvent, quand je traverse le fleuve, je vois le lit et je m'inquiète, je me dis, mais dans 50 ans, comment on va vivre? Parce qu'on sait que la vie dans les villes est beaucoup plus liée à ça, ou d'ailleurs la vie tout court est liée à ça. Donc c'est une situation très préoccupante. Selon les zones, on se rend compte qu'on peut même, à certains moments de l'année, traverser les fleuves ou en tout cas ses affluents à pied. Si vous êtes par exemple, vous prenez le Bani, dans la zone de Dioula, entre Fana et Dioula, souvent à partir du mois de janvier, février déjà, vous pouvez traverser le fleuve à pied. Si vous êtes du côté de Sankarani, dans la zone de Fodi avec la frontière avec le Sénégal, là aussi vous voyez des choses. Donc on se dit si rien n'est fait, c'est vrai qu'il y a des actions en cours, bon vous êtes avec le journaliste dans le studio, on se rend compte que la situation ne fait que s'empirer. Déjà à Bamako le phénomène est perceptible et plus vous dirigez vers Kilikoro, si les Bamakois aiment se diriger à partir du mois d'avril vers la ville de Kilikoro parce que l'ensablement en fait est là, donc ça permet, ça forme des berges et les gens arrivent à se baigner. Donc d'année en année, le lit du fleuve se rétrécit, le sable occupe une grande portion. C'est vrai que si on continue comme ça, on va en souffrir. D'accord. Écoutons également l'avis de la société civile sur cette question. Il s'agit de Ali Dité qui représente le réseau Climat Mali au téléphone. L'ensablement du fleuve Niger, ça c'est vraiment un problème. Un problème, je dis que le gouvernement aujourd'hui est assez impliqué dans ce phénomène parce que nous savions aujourd'hui que les infrastructures aujourd'hui qui sont en train de se construire au bord du fleuve Niger, ce n'est pas légal. Ça c'est un problème et ça c'est la responsabilité du gouvernement. Il y a la responsabilité citoyenne qui est là aujourd'hui. Nous savions que tout le monde jette les ordures n'importe où qu'il veut. Ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour les citoyens. Il faut une sensibilisation accrue, une sensibilisation continue pour la citoyenneté face au fleuve Niger. Il y a aujourd'hui, à l'amont, dans le fleuve Niger, vers le Ferselingue, vers Baguinda, beaucoup d'orpailleurs qui sont dans le fleuve aujourd'hui, qui sont en train de polluer et de dénaturer la structure même du fleuve en tant que tel. Ça pose problème. Donc, l'ensablement du fleuve aujourd'hui, c'est un problème. Je peux dire que c'est le problème crucial aujourd'hui qui peut exister au Mali. Vous savez aujourd'hui que ces orpailleurs qui sont au bord du fleuve sont en train de faire l'orpaillage, sont en train d'utiliser le mercure, sont en train d'utiliser le cyanure, qui sont des métaux lourds et cancérigènes. Et c'est ce taux-là que Bamako est en train de boire aujourd'hui. Ça pose assez de problèmes. L'ensablement va continuer tant que l'État ne prend pas sa responsabilité à bras de fer. Et la société civile, qu'est-ce qu'elle fait? La société civile a fait assez de choses par rapport à l'ensablement. Aujourd'hui, je peux dire que le projet, la société civile, à partir des plaidoyers, est en train à côté de l'État, à freiner beaucoup de choses. Les monuments de la cinquantenaire, c'est la société civile qui a arrêté ça parce que ce n'était pas l'endroit idéal. La société civile est en train de sensibiliser la population pour que la citoyenneté soit de mise aujourd'hui. Donc la société civile est en train de faire assez de choses par rapport à l'ensablement du fleuve Niger. Moussa Diamoui, l'ensablement du fleuve Niger se poursuivra tant que l'État n'assume pas sa responsabilité. C'est ce que dit Ali Dité du réseau Climat Mali. Que répondez-vous? Bon, je voudrais être moins pessimiste que lui et noter bien à propos la dédicace et puis la volonté des hautes autorités. Et le président, on sait que il est très constant sur le fleuve, dans tous les forats. Et il parle du fleuve, de la sauvegarde du fleuve. Et donc, il y a des actions
qui sont en train d'être exécutés et d'autres en cours. L'actualité nous a servi d'un cas très frappant, c'est le dernier Conseil des ministres du jeudi tout près. Il y a les textes de ratification d'une convention de financement qui sont passés. Il s'agit du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger dans le delta intérieur, dans le delta intérieur. C'est un projet d'environ, disons, on va dire 15 milliards, mais pour moitié c'est dons, pour moitié c'est subventions. Donc, à la faveur de ce projet, normalement, il y a beaucoup de problèmes auxquels nous faisons référence, comme l'ensablement, qui trouveront leur réponse. Mais n'y a-t-il pas plus de paroles, plus de mots, plus de conventions, de textes de loi que d'actions? Non, des actions, il y en a. Par exemple, si, permettez-moi de faire un peu d'historique. Au nord, si j'ai commencé par prendre l'exemple des cordons dunaires qui bordent le long du fleuve. Mais là, on sait qu'il y a eu des actions de fixation de dunes qui ont été faites dans le cadre du projet de lutte contre l'ensablement, le PLCE. Et ce n'est caché pour personne, c'est dans le cadre, c'est grâce à un appui du FED, le 7e FED et même le 8e FED. Donc, de ce côté, il y a eu vraiment des actions de FED pour essayer de circonscrire cette menace sur le fleuve. Mais il faut dire que l'investissement que cela nécessite demande beaucoup de ressources et qu'il est difficile pour l'État de mobiliser sur ces ressources publiques. C'est pour cela qu'on est toujours ressources humaines, financières? Non, c'est beaucoup plus des ressources financières. Sinon, les compétences techniques sont là. Mais vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous avez beau avoir les beaux projets, mais s'il n'y a pas les ressources financières pour les soutenir, et ils resteront toujours à l'état de projet. Pensez-vous au budget au pourcentage qui est accordé au ministère de l'Environnement concernant le budget, qui est de 1%? Bon, 1%, vous-même, voyez-vous, si l'environnement est une préoccupation, ce budget-là, il est souhaitable de le rehausser. Donc mais vous interpellez les autorités à... Oui, justement. Mais déjà, je pense que nous faisons beaucoup avec le peu de ressources. Et peut-être pour compenser, parce que c'est vrai que l'État aussi a beaucoup de priorités, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il faut investir. Et pour compenser cet aspect-là, du côté du département, nous essayons de multiplier les partenaires pour avoir des ressources. D'accord. Docteur Brima Elidiko, vous, est-ce que vous constatez beaucoup plus de déclarations que d'actions concernant l'ensablement du fleuve du Niger? Bon, en réalité, on ne peut pas dire ça. Vous savez, c'est vrai qu'au Mali, on parle beaucoup comme travail, de façon générale et pour beaucoup de secteurs, mais c'est vrai que pour la question de la lutte contre l'ensablement, il y a eu beaucoup d'actions. D'ailleurs, ces 20-30 dernières années, il y a d'abord des actions menées dans le cadre du FILS. Parce que tout ce qui concerne le reboisement et autres, c'est justement pour lutter contre l'ensablement. Donc le Mali est membre de ces instances régionales. Voilà. Et ensuite, même si vous regardez à Bamako, il y a eu l'aménagement quand même des berges du fleuve du Niger. C'est vrai que souvent c'est le suivi. Et donc 2-3 ans après, on constate des dégradations des ouvrages déjà réalisés, ce qui est dommage. Mais c'est vrai que du côté du VLCIP, jusqu'au pont des Martyrs, on voit des choses. Et il y a, même lors de la dernière visite du président Ibeka en Chine, il avait proposé justement des choses dans ce cadre-là. C'est vrai que ça n'a pas commencé. Mais au-delà, au quotidien, vous voyez qu'il y a quand même une brigade fluviale qui fait des choses, il y a la BFED, etc. Donc il y a beaucoup d'actions qui se passent. Hein. Et même si vous prenez le cas de Diafrabé, vous savez que Diafrabé, dans le traité de Sémonkou, était un village un peu menacé. Pendant l'hivernage, c'était une zone enclavée et ça devient pratiquement une île entre le Diaka et le fleuve. Et il y a eu une action d'envergure et l'État a investi beaucoup d'argent avec ses partenaires. Et je ne me rappelle plus du montant, mais c'était en tout cas en termes de milliards. C'était un des plus, d'ailleurs, à l'époque, on disait dans les articles des journaux que c'était le plus gros investissement pour sauver un village de l'érosion, de l'ensablement, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'actions, mais c'est vrai qu'on peut simplement regretter que des constats aient été faits et que souvent c'est l'impunité qui pousse les gens à continuer cette dégradation à la fois des berges, mais du fleuve Niger, et donc l'action anthropique sur le fleuve, en quoi qui occasionne l'ensablement comme ça. Ça, c'est connu de tout le monde. On n'a pas besoin, des études, ça permet toujours de renouveler, d'avoir des statistiques, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin. Les deux intervenants ont parlé du cas de Kanaba,
mais quand même pas aller jusqu'à Kangaba. Vous venez à Kalabankoro, vous allez voir des cas précis. Et mieux, vous allez aussi à Banco, c'est à une dizaine de kilomètres de Kalabankoro. Vous voyez qu'il y a des appareils de dragage, parce que là, il y a l'orpaillage traditionnel. Et ça, c'est vu pour tout le monde. C'est qu'on voit, c'est simplement les mêmes missions du ministère de l'Environnement. On fait les mêmes constats, on fait les mêmes rapports, mais les mêmes actions continuent à 2-3 kilomètres des bureaux des officiels. Donc, tous les sites sont déjà identifiés. On peut faire mieux. Voilà, mais il faut aller chercher à savoir maintenant pourquoi on laisse faire. D'accord. Ndedi Amadou Tembine, Ali Djité du réseau Climat pense que l'État ne fait pas assez, mais que la société civile fait beaucoup. Est-ce que vous pensez que la société civile en fait assez? Bon, la société civile fait de son mieux, mais l'État aussi en fait beaucoup. Parce que l'État est tellement conscient du danger que, imaginez, depuis 19 octobre 1995, l'État a signé la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification. Les 3 conventions de Rio, il y a la Convention sur la biodiversité, la Convention sur le changement climatique. D'ailleurs, je me profite même de cette antenne-là, nous sommes même dans la mouvance de la quinzaine de l'environnement. Parce qu'il faut vraiment un changement de comportement. L'État est en train de à élaborer des politiques, des stratégies, des plans d'action. Justement, certains pensent que s'il s'agit d'adopter des plans d'action, de signer ou de ratifier, le Mali fait partie des premiers pays à le faire. Mais quand il s'agit de mettre en œuvre ces conventions, ces décisions-là, il y a des déficits. Voilà, parce que les déficits, c'est quoi? Il faut vraiment changer la mentalité de nos citoyens, vraiment. Parce qu'il y a des projets qui sont vraiment financés dans ce sens-là. Et ces projets-là, ils font la mise en œuvre. Quand vous partez dans le delta intérieur du Niger, comme il a si bien dit également sur l'ensablement, c'est-à-dire ces projets viennent, la durée d'un projet est connue. Mais je crois que c'est-à-dire la relève devrait être assurée par la communauté elle-même. Parce qu'une fois que ce projet prend fin, vous voulez qu'il y ait une continuité après projet. Bon, qu'est-ce qu'on constate? On voit que juste après le projet également, c'est fini. Les gens ne font pas ces mêmes actions, des actions de mise en œuvre de la continuité de ces projets-là. Parce que l'État également, la force de l'État, c'est quoi? Il faut vraiment sensibiliser les gens pour qu'on pense que vraiment ce fleuve-là, c'est notre vraiment noyau culturel et c'est notre richesse. C'est à nous vraiment l'action, parce que la société civile est en train de faire. L'État est également en train d'accompagner la société civile. Alors, est-ce qu'il faut remettre en cause les stratégies utilisées? Les stratégies, parce que, bon, il faut mettre en cause, nous, surtout notre comportement. Parce que c'est le bon comportement qui... Parce qu'une fois que pour moi, on amène un projet dans une localité pour la protection, par exemple, même il y a eu l'aménagement des berges, je crois que je parle sous le contrôle de la BFN, pas à Timitongo, mais à Diafarabé. Parce que c'est des bonnes actions pour la lisière du fleuve Niger. Mais qu'est-ce qu'on pense? On voit que les gens, c'est les mauvais comportements de nos concitoyens qui font que vraiment il y a eu l'ensablement en train de prendre de l'ampleur. Parce que l'État mène des actions, mais après, c'est comme si l'État, le projet prend fin et puis les gens s'adonnent à d'autres activités qui vont également entraver ce que l'État a fait. Vous voyez ce que ça fait? D'accord. Donc, voilà. Monsieur Djamoy, il l'a dit depuis 1995, sensibilisation en cours, 19 éditions déjà de la quinzaine de l'environnement. Est-ce qu'il faut remettre en cause les stratégies, vu qu'il le dit tout de suite, le changement de comportement n'est pas assez visible au niveau des citoyens? Non, bon, je pense que ce n'est pas qu'il faille changer de stratégie. Il faut peut-être essayer d'améliorer, de voir là où les stratégies ont péché pour les améliorer. Et je pense que nous tous du département, on fait un peu plus dans ce domaine-là. Par exemple, à l'agence, entre 2016 et 2018, nous avons fait à peu près 13 ateliers et de renforcement des compétences des acteurs locaux pour à peu près 528 acteurs et 300 et quelques communes. Parce que pour nous, nous sommes convaincus que le changement de comportement auquel mon co-débatteur fait allusion, il faut que nous parlions le même langage. Il faut que les acteurs locaux soient informés. C'est quand nous parlons de sauvegarde du fleuve, c'est quoi, quel est le comportement qu'il faut adopter. Donc, depuis, on est en train de multiplier ces actions-là avec des partenaires comme l'UNESCO dans le cadre de ces ateliers-là. Donc, on est en train de vraiment faire un grand maillage de sensibilisation. Et le tout dernier atelier, on l'a tenu à Mopti, c'était pour les acteurs des régions de Tombouctou, Gao, et c'était à Mopti. Donc, ça veut dire qu'on est tous d'accord qu'il faut aller. Et on a fait beaucoup de spots qui sont même passés sur les antennes de l'ORTM pour décrier les mauvais comportements qu'on fait par rapport au fleuve et auquel nous ne rendons pas service par rapport à tout ce que nous tirons de ce fleuve-là. Donc, je dis que vraiment, il ne s'agit pas d'abandonner carrément la stratégie, mais de continuer à prêcher la bonne parole, de continuer à prêcher la bonne attitude
jusqu'à ce que le maximum adhère. Et on a fait des films, on a fait des spots qui sont passés sur des médias, et nous pensons que c'est dans cette dynamique, et la quinzaine donne l'occasion, parce que là, pendant 15 jours, on ne parlera que de l'environnement, de l'environnement, de l'environnement. Donc je me dis que ça vaut la peine de continuer. D'accord. Voilà. Le fleuve Niger, ce n'est pas un problème national seulement, c'est un problème régional. Alors au niveau régional, qu'est-ce qui est fait? Au niveau régional, il y a quand même une instance qui est mise en place qu'on appelle l'ABN, l'autorité du bassin du Niger, qui regroupe 9 États, dont 2 États de l'Afrique centrale. Donc il y a 7 de notre sous-région et 2 autres de l'Afrique centrale. Donc au niveau de cette organisation régionale, effectivement, les problèmes du fleuve sont débattus et des projets sont portés. Et c'est le cas, par exemple, comme on appelle, du plan d'investissement climat que l'ABN a endossé pour solliciter les financements lors de la COP de Paris. Donc, et nous, ce que nous faisons aussi, on essaie de dégager des synergies avec la programmation, le plan de développement du bassin du Niger. Donc, il y a vraiment une espèce de complémentarité qu'on essaie, mais chaque agence a quand même cette autonomie-là au niveau national d'entreprendre des actions sur la composante nationale qui la concerne. Et étant entendu que peut-être c'est pour cela que les gens pensent que les actions sont moins visibles au Mali, parce qu'il faut rappeler que quand même le Mali a le parcours le plus long sur le fleuve Niger. Ça fait 4200 km sur lequel nous avons 1750 km simplement au Mali. Donc il y a des actions de fait, mais vu l'ampleur de la tâche qui est attendue, on a comme l'impression, comme qui dirait, lorsque vous transpirez sous la pluie, ça ne se sent pas. Et sinon, il l'a dit, et notre débatteur qui est en ligne hors studio avait dit, il y a vraiment des efforts. À Diafarabé, par exemple, je rappelle, en termes de curage du Diaka, on a curé le Diaka sur 2,9 km, et c'est des travaux qui sont réalisés à 70%. Il a parlé de protection de berges, et ça c'est vraiment un cas d'école, c'est des protections de berges en pale planche, et les travaux sont exécutés à 90%, et présentement on a une mission d'évaluation du chantier qui est en cours à Diafarabé. Et dans le cadre par exemple d'un programme d'aménagement et de protection des berges qu'on a, surtout juste sur les ressources du budget de l'État, entre 2005 et 2015, nous avons aménagé 10 213 mètres linéaires de berges. Ça, c'est un aménagement mécanique, mais aussi on a expérimenté l'aménagement biologique avec le vétiver sur 2900 mètres linéaires. C'est des ressources de l'État, comme quoi la volonté de l'État est là, mais l'immensité, l'ampleur du travail fait qu'on a comme l'impression que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. D'accord. Ali Dité, il a dit les constructions au bord du fleuve Niger. Êtes-vous impuissant face à cette situation? Les constructions au bord du fleuve, ça je dois rappeler d'abord qu'à l'agence, et peut-être j'aurais dû même commencer par ça, notre mission, c'est vraiment une mission de sauvegarde du fleuve Niger, de ses affluents sur le territoire national et puis la gestion de ses ressources. Donc, comme tel, nous devrons préserver. Mais à l'agence, dans les textes de création de l'agence, on n'a pas une autorité de police. On n'a pas une autorité de police. Vous comme nous, vous citoyens et nous autres techniciens de l'agence, nous sommes peinés de voir ce qui se passe quand les gens construisent dans les servitudes. Or, il y a des textes de l'urbanisme interdisent. Êtes-vous en train de nous dire qu'il n'y a pas assez de coordination au niveau des actions, au niveau des différentes entités qui existent, des structures? Bon, cette coordination-là, même si peut-être qu'elle n'avait pas existé, mais nous avons créé les conditions de son existence parce que je rappelle que courant 2000, exactement le 19 août 2016, le Conseil des ministres a approuvé ce qu'on a appelé le programme national de sauvegarde du fleuve Niger. Et dans ce programme-là, c'est à peu près 6 départements, voire même plus, départements ministériels qui ont des actions inscrites dans ce programme et qui ont un lien avec le fleuve. Parce que pour nous, c'est à travers cette première coordination que les acteurs vont pouvoir se retrouver et essayer de capitaliser et puis de mobiliser les ressources en faveur de la sauvegarde du fleuve Niger. Donc cette coordination-là existe. C'est pour cela que notre débatteur en ligne a fait référence au projet d'aménagement des berges de Bamako qui n'est pas en train de s'exécuter tout simplement parce qu'on s'était retrouvé à un moment avec 3 projets sur le fleuve à Bamako. Un projet porté par l'ABFN, un autre projet porté par l'ACI et un autre porté par l'urbanisme. Donc, finalement, on en est venu
au fait de fondre tous ces trois-là en un seul. Et désormais, le dossier est porté par le ministère des Domaines et des Affaires foncières et qui a mis un comité technique dans lequel comité technique... le ministère de l'Environnement assure la vice-présidence, l'agence du bassin est représentée et il y a des réunions périodiques et des plans, des documents ont été, c'est-à-dire on a essayé de mettre en commun tous les trois documents pour n'avoir qu'un seul document et essayer de trouver. Donc on est en train d'aller vers cette coordination-là qui a peut-être manqué à un certain temps. Mais à notre corps défendant, l'agence ne peut pas faire autorité de police parce que dans nos textes actuels, on n'a pas cette compétence. Les gens nous appellent, on part, on fait le constat et on rend acquis de droit. Notre travail s'arrête là, mais on est peiné quand même de voir. D'accord. Mais docteur. déjà, on essaye quand même, en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué du côté de la plateforme du cinquantenaire, là-bas il y avait plein d'ordures. Et en 2016, l'agence a déployé assez de moyens pour sortir entre les deux ponts, Martyr et Fad, à peu près 300 et quelques mètres cubes de déchets végétaux et 2000 et quelques mètres cubes de déchets de tous ordres, des pneus, des vieux habits, des plastiques. On les a sortis et on a mis un système de gardiennage qui nous coûte annuellement 25 millions et des plaques d'interdiction. Je ne sais pas si vous avez vu des plaques d'interdiction de dépôt d'ordures au bord du fleuve. Donc tout ça, c'est la preuve que on est en train de vouloir vraiment sauvegarder cette ressource-là. D'accord. Docteur Brima Diko, vous êtes sociologue. Selon vous, pourquoi les citoyens maliens n'arrivent pas à changer leur comportement? Bon, en fait, c'est difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Vous savez, quand vous voyez la question de la socialisation, nous, on commence déjà par dire qu'il y a une démission parentale. Avant, l'éducation était communautaire et les individus, la sanction aussi était communautaire. Nous sommes dans un monde où l'individualisme s'est développé et où finalement même beaucoup de parents ont démissionné. Donc les enfants sont laissés à eux-mêmes et souvent même on dit oui, c'est les enfants d'aujourd'hui. Mais sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont les enfants des papas d'aujourd'hui. Donc si les papas démissionnent et que il y a très peu ce qu'on appelle la valeur de l'exemple, que ceux qui sont supposés être corrects ne le sont pas, s'il y a un déphasage entre ce que les gens tiennent comme discours et la réalité, c'est-à-dire que ils sont, le discours qui est en train de dire tout à l'heure, ils sont un peu tristes de voir que les gens construisent au niveau des servitudes. Et c'est vu aussi de tout le monde. On sait qu'il y a des textes qui doivent être appliqués pour sanctionner tous les droits, mais sauf qu'il y a certains qui sont sanctionnés et d'autres ne le sont pas. Et donc, dans un contexte comme ça, où c'est seulement l'argent des baromètres de la réussite où d'autres valeurs ne sont plus enseignées telles qu'elles l'étaient, ou même quand bien qu'elles sont enseignées, ceux qui sont supposés être corrects sont d'ailleurs ceux qui, dont leur comportement laisse à désirer. Il va de soi que finalement chacun tombe dans le laisser faire, dans le laisser aller, parce que ceux qui sont souvent supposés sanctionner, eux-mêmes ne sont pas trop droits. Donc les gens se disent, ils sont supposés ne pas le faire, et même le font, pourquoi nous on ne le fait pas. Et donc on finit par tomber dans l'impunité généralisée. Donc le gros problème dans cette histoire, et d'ailleurs dans d'autres, c'est la question de l'impunité. Parce que ceux qui doivent sanctionner, et même ne sont pas tout à fait très dans les actions qu'ils font, et les gens sont au courant. Donc il y a la question de l'impunité, il y a la question de la faillite des mécanismes même de transmission des valeurs. Ensuite, il y a le fait qu'aujourd'hui, c'est la sécurité. Parce que même ceux qui sont supposés contrôler, dans certains cas, je n'accuse pas ceux qui sont dans le studio lors de moi cette idée-là, mais dans beaucoup de cas, ceux qui sont supposés faire des rapports, ils font des rapports qui sont acheminés à tous les droits, mais ceux qui sont supposés exécuter justement les recommandations qui sont dans ces rapports-là, ils ne font pas grand-chose, ils laissent faire. Et ceux qui sont aussi supposés les sanctionner aussi laissent faire. Et donc finalement, de laisser faire en laisser faire, on finit par être dans une situation où tout le monde constate qu'il y a un problème. Et au quotidien, donc, on est traversé par une sorte d'amertume, mais au fond, et donc on laisse faire la situation et ça finit par atteindre des proportions très inquiétantes. D'accord. Parlons de désertification. Ali Dité du réseau Climat Mali. La désertification, elle est d'ordre général au Mali aujourd'hui. On sent que du nord jusqu'au vers Bamako aujourd'hui, on sent une désertification grandissante qui est due au climat en général et qui est due à la situation géographique aussi de certaines zones.
cette désertification est en train d'avancer aujourd'hui vers le sud, ce qui est assez inquiétant de nos jours. Donc, nous savons aujourd'hui que le gouvernement malien est en train de prendre des mesures nécessaires par rapport à certains trucs à travers les projets d'ensablement qui sont en cours, à travers les projets de lutte contre la désertification qui sont en cours. Mais ces efforts pour nous, en tant qu'intervenants, sont assez minimes par rapport à l'avancée significative aujourd'hui de la désertification au Mali. Donc vous pensez que les autorités ne font pas assez? Nous pensons qu'ils ne font pas assez. Ils sont en train de faire un pas effort. Assez parce qu'ils n'ont pas assez de moyens ou pas assez dû à un certain manque de volonté? Je ne dirais pas trop la manque de volonté. Il y en a. Peut-être que les moyens, la politique des moyens n'y sont pas accompagnés. Mais il faut mettre un accent particulier quand même sur le rôle essentiel aujourd'hui que la société civile est en train de jouer en termes de lutte contre la désertification à travers beaucoup d'actions de reboisement, d'actions de lutte contre l'ensablement aujourd'hui. Vous savez, la quinzaine de l'environnement aujourd'hui, chaque année, l'État est en train de faire des reboisements. Ces reboisements ne sont pas suivis strictement pour voir la réussite de ces reboisements-là, ce qui pose assez de problèmes par rapport à l'avancée du désert. Donc vous pensez que l'État ne fait pas assez, mais la société civile fait beaucoup? La société civile fait assez d'efforts aujourd'hui par rapport à la lutte. L'État aussi est en train de faire, mais nous pensons qu'il peut mieux faire encore. D'accord. Docteur Brima Elidiko, êtes-vous d'accord avec cette analyse de Ali Djité du réseau Climat Mali? Alors, j'avais du mal à entendre parce que ça crachait un peu. Juste revenir en quelques secondes, c'est l'essentiel. Oui, brièvement, il dit qu'aujourd'hui, la société civile fait assez d'efforts, mais l'État n'en fait pas beaucoup et que la désertification, c'est une réalité au Mali. Ça quitter le nord, ça arrive vers le sud et que même lors de la quinzaine de l'environnement, le reboisement qui est fait par les autorités maliennes n'est pas suivi, ce qui constitue un problème. Bien, moi je pense qu'en réalité, dans cette histoire, chacun a sa part de responsabilité. Quand on dit l'État c'est aussi nous, c'est-à-dire que c'est nous qui élisons ceux qui sont au pouvoir. Et quand on voit même les conditions dans lesquelles on élit les gens, donc on a quand même à se remettre en question. Maintenant, on peut toujours jeter le trouble sur l'État et donner sa part de responsabilité. La société civile malienne n'est pas un ensemble homogène, c'est un ensemble hétérogène. Donc on en a un peu de tout. Il y a ceux qui travaillent, mais il y a aussi ceux qui sont dedans et qui utilisent comme un moyen pour accéder en fait, au pouvoir et autres. Donc bon, donc il y a une partie de la société civile qui a fait son travail et donc l'État aussi a fait des efforts. Mais il ne faut pas oublier que tout ce que l'État fait ne peut être consolidé que lorsque justement les bénéficiaires qui sont les populations civiles arrivent à s'en approprier. Mais quand, par exemple, au quotidien, nous azorons le bassin et que nous utilisons des produits toxiques pour pouvoir faire le bassin, pour avoir des bassins jolies couleurs, et que ces produits sont déversés dans le fleuve et que des algues se forment, ça, ce n'est pas la faute de l'État. Et quand nous allons extraire l'or, on fait le dragage, l'État fait ses missions pour nous montrer tout ce que cela a comme impact, ce que le cyanure, le mercure, tout ça a comme impact sur notre eau, notre santé, et que nous persisterons dans notre erreur, ce n'est pas la faute de l'État, ça. Le problème, c'est qu'en fait, nous sommes dans un pays où chacun jette toujours la responsabilité sur l'État, et donc nous, on laisse faire. L'État investit des milliards, c'est pour nous que nous, on soit en fait des bénéficiaires. Mais quand nous faisons tout pour construire dans le lit du fleuve, et qu'on connaisse même les limites des herbicides, et que malgré tout, on se dit, bon, le maire, c'est mon cousin, et que donc lui se permettre de vendre, même à l'intérieur du fleuve, et que les gens y construisent, ça, c'est pas l'État. Donc, ce que je veux dire, le problème même, c'est le Malien lui-même. Tout le monde, en fait, est coupable de cette situation. Et donc, si on continue comme ça, on arriverait dans un pays même ingouvernable. Parce que l'État ne peut diriger que lorsque les citoyens, en fait, sont, eux, des gens qui sont dans leur comportement au quotidien responsables et qui font tout pour avoir, en fait, un pays assaini. Que finalement, c'est à partir de là que nous, on peut aussi exiger de la redevabilité vis-à-vis de l'État. Mais quand au quotidien, l'État fait des choses et que nous, on détruit en se disant que, bon, ben, finalement, il y a un autre qui va le faire, ben, on ne s'en sortira pas. On va tomber dans un cycle de pauvreté et on va tomber dans ce travers. D'accord. Ndedi Amadou Tembeni, il paraît que lors de la quinzaine, vous reboisez, mais vous n'assurez pas le suivi.
Vous savez, il est facile de critiquer, mais il est très difficile de concevoir. Parce que vous savez, l'État est en train de mettre tous les moyens. Parce que la quinzaine de l'environnement que vous voyez là, c'est une communication pendant les 15 jours. On ne parle que de l'environnement. Vous croyez que ça veut dire l'occupation, ça veut dire de lit du fleuve? Est-ce que ça, c'est un problème de l'État? L'occupation, ou bien, ça veut dire... Mais déjà, il dit que vous reboisez, il reconnaît que vous reboisez, voilà, mais que vous n'assurez pas le suivi. Est-ce que ça, c'est vrai? Voilà, bon, le reboisement, parce que imagine, on prend une zone ou une localité, près parce que tout de suite, on met en place un comité de gestion. Et c'est à ce comité de gestion d'assurer le suivi. Mais je crois que, parce que l'État vient faire donc ce comité de gestion n'assure pas. Maintenant, après, vous voyez que c'est ce que je dis. J'ai dit juste quand l'État va faire son action, quand on part sur le terrain, nous faisons les actions. Quand vous vous retirez et que vous mettez un comité en place qui doit faire le suivi, parce que ça leur revient, au lieu qu'ils fassent, parce qu'ils pensent que c'est l'État qui doit faire. Parce que imagine. Mais est-ce que vous leur expliquez ça en leur disant que c'est eux qui doivent assurer le suivi? C'est très difficile. Le changement de comportement, là, on ne va jamais quand même cesser de le faire. Mais vous savez que même l'année à Sikasso, on a fait, à Koulikoro, à Mopti, on a fait, à Ségou, on a fait, à Kaye, on a fait. Mais vous savez, juste après, vous allez trouver que juste après notre passage, quand vous retournez, 3-4 mois après, vous allez trouver que vraiment le résultat n'est pas aussi que ça. Alors pourquoi ne pas confier ce rôle au service des eaux et forêts, par exemple? Voilà, maintenant, on est en train de mettre même là, c'est-à-dire la gestion même des forêts doit être même, c'est-à-dire mis à la disposition également des collectivités. Donc c'est pour vous dire que maintenant, avec la décentralisation, l'État est en train de transférer les compétences. Maintenant, dans le cadre de la transmission de ces compétences-là, il faut que la population elle-même est consciente, qu'elle soit vraiment consciente que c'est-à-dire ces actions-là, ce n'est pas une action uniquement pour le gouvernement ou pour l'État, mais c'est une action d'elle-même. Parce que l'avancée de la désertification-là, c'est nous qui récoltons les conséquences. À commencer par les gens qui vivent au détriment du fleuve, qui tirent les ressources. Les 80% de les ressources, là, c'est au détriment également du fleuve. Pourquoi ne pas s'en occuper? Parce que l'État est en train de faire... L'action de l'État est tellement de grande envergure que... raison pour laquelle je vais en profiter. La mission même de l'ADD, c'est quoi? C'est voir la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et l'intégration de la dimension environnementale dans toutes les politiques. Donc, et quel est le bilan de la mise en œuvre de cette politique? Voilà, donc c'est pour vous dire qu'aucune action actuellement ne peut être faite dans le cadre du développement. Ce bilan est-il bon ou mauvais? Ce bilan, pour le moment, on peut dire que c'est bon, parce que les gens sont en train d'être conscients et comprendre que vraiment, il faut prendre en compte la dimension environnementale là, qui parle du développement, parle de l'environnement. Si on a un mauvais environnement et que notre environnement est totalement dégradé, on ne peut pas parler de développement. D'accord. Pensez-vous que le bilan est bon aussi? De la mise en œuvre de la politique nationale de l'environnement, qui englobe le fleuve Niger, la désertification et tout? Bon, je pense que oui, parce que... comme oui, mais malgré tout cela, vous estimez quand même que la situation est critique? Oui, la situation inquiète, mais comme je l'ai dit, il y a quand même des perspectives. Il y a quand même des perspectives pour ce qui est du fleuve, parce que là, c'est vraiment mon domaine. Comme je l'ai dit, ce projet Préfen-là, c'est vraiment une réponse à beaucoup de préoccupations dans le delta. Et comme je l'ai dit, les problèmes d'ensablement vont être résolus parce qu'il y aura des opérations de dragage qui vont être faites à ce niveau-là. Il y aura un balisage qui va être fait parce que les opérations de dragage, c'est pour permettre d'avoir une période de navigation beaucoup plus longue qu'il n'en est actuellement. Donc, ce travail du Préfen-là va permettre non seulement de faire des opérations de dragage, mais aussi de baliser le chenal navigable parce que ce qui se fait jusque-là, c'est vraiment l'expérience des conducteurs de la Comanav. Et pour dire que la Comanav est un partenaire dans ce projet-là. Ils vont acquérir un équipement comme une drague et pour permettre périodiquement de faire les travaux d'entretien au niveau du fleuve. Donc, il y a quand même des perspectives auxquelles il faut croire. Et je pense que ce fleuve-là, vous comme nous avons tous intérêt à ce qu'il ne disparaisse pas. Quelles sont les conséquences s'il disparaissait? Eh bien, comme on le dit, je prends simplement cet adage qui dit l'eau, c'est la vie. Et le fleuve est la principale source. Nous allons tous mourir. Et où on va tous partir, comment on appelle, on va tous immigrer. Avec tout ce que ça comporte comme risque. Donc ce fleuve-là, parce que c'est le support de toutes les activités socio-économiques et culturelles. Donc nous avons intérêt à ce que ce fleuve-là soit préservé
pour nous-mêmes d'abord et puis pour les générations futures. Alors faisons tout pour ne pas que ce fleuve disparaisse, pour ne pas qu'on meure. Alors, les conséquences de la désertification, quelles peuvent être? Les conséquences sont vraiment multiples. Maintenant, les conséquences de la désertification, on ne peut pas en finir de citer. Maintenant, c'est à nous de prendre vraiment des garde-fous. Comme il a si bien dit, ce fleuve-là, parce que ce n'est pas que seulement pour nous, mais imaginez que même en aval, les pays qui vivent au détriment de ces fleuves-là. Parce que le fleuve, quand vous prenez à peu près au Mali, combien de régions sont arrosées par ces fleuves-là? Et la plus grande communauté malienne vit au détriment de ces fleuves-là, à la lisière de ces fleuves. C'est la zone symbiose même du Mali. Donc c'est pour vous dire que vraiment les conséquences, nous-mêmes, on est en train de voir les conséquences venir. Parce qu'on voit déjà l'avancée du désert, la désertification, et surtout que, bon, vous me permettez, je parle en tant que technicien, la désertisation, qui est l'avancée progressive du désert qu'on est en train de constater dans le fleuve Niger. Qu'à cela ne tienne, l'action anthropique qui est en train de vraiment de déboiser de façon anarchique. Parce que vous savez que l'action également naturelle se profite de l'action humaine pour vraiment apporter, c'est-à-dire sa petite pierre pour vraiment pour ne pas dire nous. On constate déjà une des conséquences qui est la migration interne, par exemple. Ça, c'est très clair. Qui est également source de conflits dans certaines localités. Ça c'est très clair. Parce que je prends l'exemple, moi je suis Dogo. Chez nous, il n'y a que le bras du fleuve Volta, le Sourou, qui passe dans la zone de Koro et Bankas, alors que nous sommes vers la partie un peu exondée du fleuve. Mais, c'est-à-dire, quand vous voyez, imaginez que quand il n'y a pas de précipitation, on est obligé de se rabattre sur le fleuve Niger. Maintenant, et ce fleuve, quand nous venons vers le fleuve Niger, les gens qui vivent également, qui sont là, on vient s'ajouter à imaginer comment ça serait l'exploitation de ce fleuve-là. Donc c'est pour vous dire que les conséquences sont tellement énormes qu'on ne peut pas vraiment canaliser. Donc maintenant, il faut vraiment des bonnes actions et qu'il faut que la population, qu'elle soit consciente vraiment du danger qu'il y a là. Il ne faut pas dire que l'eau est là, le fleuve est là, ça ne finit. Ça va finir, et si on ne prend pas garde, vraiment on va perdre le fleuve là. Ça va finir. Alors la question qui se pose, c'est y a-t-il une solution? La solution, c'est qu'ensemble, la solution principale que moi je pourrais donner en tant que, à mon point de vue, c'est qu'il faut qu'ensemble, que ce soit la société civile, que ce soit l'État, n'importe, tous les acteurs du développement, qu'on s'unisse, qu'on se donne la main pour voir vraiment, ayons une vision claire pour vraiment pouvoir mettre des actions. Donc il n'y a concrètes. pas encore cette union? Bon, pour le moment, parce que chacun fait de son côté, on ne sait pas qui fait quoi. Les intérêts sont-ils différents, M. Diamou? Non, les intérêts ne sont pas différents. Pour moi, nous sommes à bord du même bateau. Donc nous avons tous envie qu'il arrive à bon port. Donc les intérêts et la maison commune sur le Mali et l'environnement, il n'y a pas de frontière. Hein. Et lorsque vous émettez un gaz, il n'est pas dit qu'il va rester chez vous. Lorsque vous déversez un produit polluant dans le fleuve, il n'est pas dit que ça va rester juste au niveau où vous l'avez mis. Donc les intérêts, en tout cas le fleuve, est une convergence d'intérêts. Est-ce que les acteurs sont conscients de cela? Mais les acteurs sont conscients. Pourquoi et il y a des difficultés par rapport à l'Union? Ils le sont de plus en plus. Et moi, ce que j'ai dit, nous, on a beaucoup de cadres de concertation où aujourd'hui, nous faisons avec beaucoup d'acteurs à la fois de la sphère privée et de la sphère étatique pour pouvoir résoudre les problèmes liés au fleuve. Nous travaillons, par exemple, avec une organisation comme Wetland International. On sait ce qu'ils font dans le domaine de l'eau. Nous travaillons avec les gens de l'UNESCO dans le cadre du renforcement des acteurs locaux. Donc, pour nous, il y a vraiment une convergence et de plus en plus, les acteurs ont conscience qu'il faut aller de façon synergique pour pouvoir atteindre les objectifs. D'accord. Docteur Brema Ilidiko, sanctionner, est-ce que ce serait une bonne solution selon vous? Alors, sanctionner, c'est déjà la deuxième solution. Parce que la première solution, comme ils l'ont dit, c'est la quinzaine de l'environnement, mais au-delà, toutes les actions qui mènent au quotidien pour pouvoir sensibiliser les populations que notre environnement, c'est l'affaire de tous. Et la deuxième solution, donc, c'est sanctionner parce qu'effectivement, c'est avec l'impunité que beaucoup de problèmes subsistent et se pérennisent. La troisième solution, c'est éventuellement de trouver peut-être des cas témoins, se focaliser sur certaines localités et arriver à associer les populations, et que les populations arrivent à faire des choses et que les populations qui arrivent à prendre soin de leur localité puissent être plus bénéficier par exemple des pluies, celles qu'on les voit dans d'autres projets. Oui, mais à ce rythme-là, Dr Brema Ilidiko, pensez-vous réellement qu'il y a une solution? Parce qu'on a l'impression que ça continue à se dégrader. Ben justement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord pérenniser les acquis. Ça va continuer à se dégrader, mais si vous sanctionnez déjà, par exemple, ceux qui ont construit dans le milieu du fleuve,
les gens, ça va dissuader les autres. Et de plus, on essaie de faire le reboisement, parce que cela est important. Si jamais la désertification continue d'avancer, comme quelqu'un l'a dit, à un moment donné, beaucoup vont continuer à migrer. Mais bon, migrer n'est pas forcément la solution. Donc, il est important, je pense, de pérenniser les acquis, de continuer les efforts qui sont en cours, de chercher des financements pour mener des actions d'envergure dans toutes les localités où on voit que l'ensablement est un problème et où le désert avance, des choses comme ça. Et il faudrait aussi se sanctionner. D'accord. Ndi Amadou, êtes-vous prêt à revoir les stratégies pour plus d'impact? Oui, les stratégies sont... L'impact est là, mais les stratégies... Parce qu'on est en train de... Les stratégies sont déjà mises en place. Maintenant, c'est la mise en œuvre de façon très précise c'est-à-dire sur le terrain, et que vraiment, il faut que les gens sachent que la mise en œuvre que l'État fait sur le terrain, ce n'est pas que pour... L'État ne le fait pas pour lui, mais c'est pour la population. Les Maliens. Voilà, c'est pour tous les Maliens. Êtes-vous prêt à sanctionner si les moyens vous est donnés, l'agence du bassin du fleuve Niger, pour que la situation puisse s'améliorer? Évidemment, nous ne cherchons que ça. Voilà pourquoi, à la suite de tous les ateliers qu'on a eu à organiser, les acteurs ont recommandé et qu'on renforce, qu'on relise même les textes de l'agence pour lui permettre d'avoir ce côté fouillettard-là qui puisse, parce qu'il y a un principe jusqu'à présent on n'arrive pas à mettre en application, c'est le principe du pollueur-payeur et du préleveur-payeur. D'accord. Les gens prélèvent de l'eau, plus que des raisons, on ne fait aucun retour pour le fleuve. Les gens polluent le fleuve, ils ne sont pas sanctionnés, on ouvre les yeux, on regarde. Mais en l'état actuel, l'agence n'a aucune compétence pour pouvoir sanctionner. Nous avons souhaité avoir ce bras pour pouvoir sanctionner en cas de besoin. D'accord, et c'est ce qui met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nos invités, Moussa Diamoui, directeur général adjoint de l'agence du bassin du fleuve Niger, Ndi Amadou Tembine de l'agence de l'environnement et du développement durable, Dr Brima Eli Diko, sociologue, et vous avez suivi les réactions de Ali Dité du réseau Climat Mali. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Peting Diara, à la régie vidéo Mamadi Keita. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.